Bonjour à tous et bienvenue dans Mobility TV pour une nouvelle édition. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le directeur de Car Vertical, Moundir Guinou, justement. Car Vertical étant une entreprise qui fournit l'historique des véhicules partout en Europe. Bonjour. Bonjour. Ravi donc que vous soyez parmi nous sur le plateau. Donc comme j'ai pu l'évoquer il y a quelques instants, Car Vertical c'est une entreprise lituanienne qui est présente en France, mais dont la particularité c'est quand même donc de fournir l'historique d'un véhicule avec des données venant de toute l'Europe. Est-ce que, pour le moment, j'ai tout bon? Exactement, c'est parfaitement ça. Exactement. C'est une entreprise digitale lituanienne. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer le concept? Comment ça se passe exactement? Donc, Car Vertical, donc, comme je disais, c'est une entreprise créée en 2018, donc entièrement basée en Lituanie, composée de développeurs principalement, d'équipes marketing, communication. Et donc l'ADN, l'objectif même de Car Vertical, c'est de fournir des informations pour pouvoir avoir l'historique des véhicules, pour en connaître le passé, pour être rassuré pour des personnes qui veulent soit acheter un véhicule, soit vendre leur véhicule. Alors justement, afin d'avoir un historique plus précis, quels points on vérifie? Pour avoir, je dirais, dans quel sens? Au niveau Oui, de l'identité même de la voiture. Enfin, par exemple, si on veut acheter ou vendre un véhicule, quels sont les premiers points qu'on vérifie dans un historique? Alors, dans un historique, bien sûr, un des éléments qui va être majeur, c'est de regarder je dirais, le kilométrage. Ouais. Voir l'évolution du kilométrage, puisque le kilométrage en lui-même ne voudra pas dire grand-chose, mais l'objectif, c'est d'essayer de faire parler les documents qu'on peut avoir en notre possession, puisque l'historique étant une des composantes parmi d'autres. Bien sûr, l'idée, c'est de regarder aussi le carnet d'entretien, de regarder les factures, de regarder d'autres éléments, mais de suivre un des éléments qu'on édite dans notre rapport historique, qui va être de voir l'évolution des kilométrages, et d'essayer de faire parler ces informations pour voir si elles sont cohérentes par rapport à l'âge du véhicule, de voir par exemple si le véhicule aussi a été immobilisé pendant plusieurs années, donc s'il y a un creux à ce niveau-là, ou s'il y a une évolution très importante, et là d'essayer de comprendre pourquoi le véhicule qui peut-être les premières années faisait, on va dire, 5 ou 10 000 km, et puis les fois d'après il en fait 30-40, donc l'idée c'est de voir aussi ces éléments-là. Donc ça veut dire aussi qu'on a la possibilité de voir s'il y a eu des fraudes, s'il y a eu par exemple des compteurs trafiqués, ou d'ailleurs quelles sont les fraudes les plus récurrentes? Alors, les fraudes qu'on aura, bien sûr, les plus importantes qui sont, je dirais, intéressantes pour la personne qui veut frauder, ça va être bien sûr l'évolution du kilométrage, puisque on constate, et c'est un élément qu'on suit, c'est un indicateur, on a ce qu'on appelle l'indicateur de transparence, qui nous permet de suivre différents éléments, dont l'évolution des kilométrages, et de voir comment on se positionne par rapport à d'autres pays aussi, en termes de fraude au kilomètre. Et on se rend compte que, bien sûr, que pour, je dirais, les malfrats, un des éléments qui va être le plus intéressant pour eux à monétiser, ça va être la réduction du compteur, puisque évidemment en réduisant le kilométrage, ça permet de réévaluer le véhicule et donc de monétiser. Donc ça c'est un élément très important bien sûr qu'il faut suivre, puisque les véhicules importés aussi ont plus de chances d'être fraudés tel qu'on l'a constaté sur nos rapports, puisque au fur et à mesure que le véhicule passe d'un pays à un autre, et aussi change de main, donc plus vous allez avoir de propriétaires qui vont se succéder, plus vous allez avoir aussi des chances que l'historique des véhicules, les factures entre autres, disparaissent, puisque évidemment d'un propriétaire à un autre, on ne se les passe pas forcément. Exactement. Ou elles se perdent. Et ça, c'est un des éléments aussi, grâce à Car Vertical, où on essaie d'y remédier, puisqu'on collecte, on a différents types d'informations dans l'historique. Et ces éléments-là permettent d'avoir une traçabilité le plus transparent possible pour les personnes et répertorié, centralisé. Alors, et justement, ça anticipe ma question, est-ce que plus on a de propriétaires, est-ce que la fraude reste quand même assez facilement détectable? Alors, facilement, non. C'est pour ça que, bien sûr, quand un particulier va acheter un véhicule, s'il veut l'acheter à l'étranger, par exemple, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'informations pour sécuriser l'achat du véhicule et de se dire, est-ce que les informations que le vendeur donne, que ce soit le propriétaire particulier ou le professionnel, est-ce que les informations qui sont affichées en visuel sur l'annonce sont cohérentes par rapport au prix, ou est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qui est caché? Donc, comme on disait tout à l'heure, les informations à savoir sur les factures, voir l'évolution du kilométrage et quels sont les entretiens qui ont été faits, et s'ils ont été faits, ça va être un élément important. Et puis, bien sûr, le voir aussi au niveau des années et de la passation d'un pays à un autre, comme elles se perdent. Ça va être aussi un élément qui va être très important à contrôler sur les véhicules. De manière plus globale, Car Vertical, de par son concept, emmagasine énormément de données, énormément d'informations. Comment vous les traitez? Comment vous vous en servez?
Alors, carte verticale, en fait, ce qu'on a, on a plus de 900 à 1 millier de sources de données différentes. En fait, contrairement à certaines bases de données comme Histovec, par exemple, qui est franco-français, donc une base qui émane du ministère de l'Intérieur, oui, qui collecte des informations, je dirais, plus administratives, et pas vraiment... Bon, on dit que c'est de l'historique, mais pour moi, ça n'est pas vraiment d'historique, puisque les informations principales que vous aurez sur ce type de base va être plus de l'administratif, plus information, contrôle technique, à savoir le kilométrage et l'année. Donc ça va être assez important, bien sûr, d'avoir cette source d'information quand on veut acheter un véhicule, mais qui est franco-français ou basé sur le territoire français. Carte verticale, lui, va essayer justement de récupérer différentes sources de données. Et en fait, notre particularité, c'est qu'on ne garde pas l'information. La particularité, c'est qu'on se connecte avec différents systèmes. D'accord. Donc, notre objectif, c'est justement d'avoir des partenariats avec différentes bases de données à travers l'ensemble de l'Europe et de se connecter. C'est-à-dire que quand vous allez vous brancher, quand vous voulez avoir un rapport historique sur votre véhicule, au potentiel véhicule à acheter, vous allez avoir donc le numéro de série du véhicule, qui est un peu le numéro de sécurité sociale. Ouais. Vous prenez ce véhicule, cette information, vous la rentrez dans Carte verticale et en fait, quand vous l'avez rentrée et que vous avez payé le rapport, automatiquement, on va se connecter avec l'ensemble des sources de données qu'on a. On se connecte en live. D'accord. Et en fait, à travers l'ensemble de ces connexions, on va récupérer, donc ça dure un peu moins de 5 à 10 secondes, on se connecte en permanence, on récupère, donc grâce à l'IA aussi, bien sûr, on agrège l'ensemble de ces informations-là. On sait évidemment, pour l'ensemble de ces sources, qu'elles sont bien sécurisées et qu'elles coïncident bien sûr entre elles, parce qu'on voit que si, par exemple, sur l'ensemble des données, certaines ne sont pas fiables, bien sûr, l'équipe IT, elle, par défaut, les a écartées, parce que le but, c'est de ne pas avoir des sources d'informations qui soient avec des informations rentrées manuellement. Ouais. Donc, s'il y a une non-cohérence, elle est écartée. Et l'ensemble de ces informations, donc, au moment de la demande, c'est là qu'on les collecte et elles génèrent un rapport. Ce rapport-là, bien sûr, va vous donner les informations qu'on a pu collecter. Elles peuvent être soit, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose, soit vous avez une information qui vous dit RAS, globalement, c'est cohérent, tout va bien, parce que c'est que du factuel, on n'est pas dans l'interprétation. Ou soit vous pouvez avoir aussi la possibilité qui vous dise attention, alerte, il y a un désalignement en termes de soit le véhicule a eu un accident, soit le véhicule a été utilisé peut-être en tant que taxi, ou a eu plusieurs propriétaires, ou on peut avoir eu des photos aussi parfois quand il y a eu des gros accidents, et donc de voir que ce véhicule, il est clean. Mais par contre, on a pu récolter des photos, par exemple, de ce véhicule-là en particulier, au moment où il a été accidenté. Et donc, on génère ce rapport-là, on le collecte, et c'est ce que le particulier ou le professionnel va recevoir à l'instant T. Ce qui veut dire que s'il refait le même rapport peut-être 2, 3, 4 jours après, il est possible qu'il va, pareil, se reconnecter avec les différents systèmes, et là, peut-être que vous aurez plus d'informations ou des informations que vous n'aviez pas quelques jours avant. Donc c'est très important de se dire, ce n'est pas une information statique. Donc nous, on n'est pas capable de se dire, on va aller à l'instant T prendre tous les véhicules, les centaines de millions de véhicules, et on les collecte et on fait une analyse. On analyse tous les rapports qu'on analyse et les indices de transparence qu'on sort, avec les indicateurs qu'on choisit, comme la fraude par exemple au kilomètre, c'est par rapport à l'ensemble des rapports qui sont générés. D'accord, très bien. Alors justement, une des informations que l'on cherche tous, ou plutôt un indice, c'est ce fameux indice de transparence. Oui. Comment la France, elle se situe par rapport au reste de l'Europe ? Alors, globalement, donc on a ce qu'on appelle effectivement un indice de transparence qui nous permet d'avoir différents éléments de mesure, donc qui nous permet de mesurer la France par rapport aux autres pays, soit à l'échelle globale, soit sur l'ensemble de ces six éléments qu'on va mesurer, qui sont donc le premier qui va être le pourcentage de véhicules au compteur trafiqués, le deuxième qui va être la valeur moyenne de réduction kilométrique, le troisième qui va être le pourcentage des véhicules endommagés, la valeur moyenne des dommages en euros, le cinquième le pourcentage de véhicules d'occasion importés et l'âge moyen des véhicules qu'on contrôle sur Carte verticale. Voilà. Sur la France, on se positionne à la 5e position, je crois, oui, 5e position à l'échelle globale. Et après, pour chacun des indicateurs, c'est là que ça peut être intéressant, on peut être plus ou moins bien positionné. C'est ça qui peut être intéressant à contrôler, quoi. Donc on est globalement plutôt des bons élèves ? On est globalement des bons élèves, oui, puisque un des éléments qui va être bien sûr important, comme on le disait tout à l'heure, ça va être la fraude au compteur. Ouais. Et sur la fraude au compteur, on est assez bien positionné, puisqu'on a une législation quand même qui nous protège assez bien sur cette partie-là, contrairement à d'autres pays européens. Je passe du coq à l'âne, mais comment vous qualifierez le marché de l'occasion depuis le début de cette année ? Alors c'est une très bonne question. Je pense que le marché est assez attentiste de ce côté-là, puisque bien sûr, comme on le sait tous, la législation européenne nous pousse dans une direction qui est de partir sur les véhicules électriques.
D'un côté, et de l'autre côté, étant donné qu'on a des grands développements qui se font, puisque je dirais on arrive sur des deuxièmes vagues de véhicules électriques, entre autres, avec des nouvelles générations de batteries, avec des nouveaux entrants qui sont sur le marché, certains sont en train de redescendre, voire couler, d'autres sont en train d'exploser. Donc on est sur un revirement complètement de situation d'un côté, au niveau des véhicules électriques. De l'autre côté, on a des possesseurs de véhicules thermiques qui représentent encore la très grande majorité de véhicules, que ce soit essence ou diesel. Et au milieu, on a des véhicules hybrides, tout type de véhicules hybrides, qui est un petit peu, je dirais, entre les deux, sans rentrer dans le détail. Et en face de tout ça, on a un particulier qui a un besoin d'un véhicule pour se dire, moi j'ai besoin d'un véhicule pour aller d'un point A à un point B, et puis je ne veux pas me casser la tête parce que je veux pouvoir le charger, quelle qu'en soit la charge, et donc à un prix raisonnable. Et l'autre critère aussi, c'est si je revends mon véhicule à terme, 3, 4, 5, 10 ans, je ne veux pas qu'il coûte zéro, donc quels sont les choix qui s'offrent à moi? Et là, le problème, c'est qu'effectivement, on l'a constaté l'année dernière et encore cette année, les gens sont un petit peu réticents, les gens ont peur, parce que entre les bonus, les malus qui tombent, entre donc, les différentes aides qui se réduisent, que ce soit sur la France, l'Allemagne ou d'autres pays, et de l'autre côté, où on leur dit des nouveaux entrants vont arriver, et donc les véhicules actuels que l'on a, principalement électriques, se dévaluent énormément, donc risque de perte à terme. Donc ils sont attentistes et ils se disent où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que je dois m'aventurer à acheter, à changer mon véhicule? Les ZFE arrivent derrière et donc il y a une discrimination qui se fait parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Donc je pense que le marché étant au niveau des particuliers sont encore dans l'attente et se dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'y vais? Ce qu'on avait aussi l'année dernière. Le problème c'est que à être dans l'attente, on repousse. Donc le marché du VO, lui, se tasse puisqu'il y a moins de rotation. Ouais. Donc moins de rotation, les professionnels doivent vendre. Et forcément, le volume, à un moment donné, quand il n'est pas disponible sur le marché VO, on va l'importer, on va le ramener. Et donc c'est un petit peu ce problème-là. Sauf qu'à un moment donné, la conséquence, c'est que le parc automobile vieillit. Et il a encore revieilli entre l'année dernière et cette année. Et ça, c'est un problème, effectivement, à un moment donné, ça gonfle. Mais les véhicules qui deviennent plus anciens, on les garde encore plus de kilomètres. Donc, on induit un entretien encore plus important. Et comme on a une échéance qui va arriver à terme dans quelques années, même s'il y a une clause de revoyure qui peut-être, on verra comment ça va se passer de ce côté-là. Donc ça, c'est un élément, je pense, pour moi, on est dans une sorte de bulle. Et les gens attendent. Et tant qu'on n'arrive pas à répondre à leurs besoins, je dirais comme tout vendeur, la base, ce n'est pas de vendre, c'est de répondre à un besoin. Et la question, c'est répond-on aujourd'hui, est-ce qu'on répond à un besoin réel des personnes ou est-ce qu'on est en train de pousser à vendre quelque chose qui ne répond peut-être pas encore totalement ou on n'a pas totalement gagné la confiance des gens. Donc il faut peut-être plus se concentrer sur le besoin réel ou les différents besoins plutôt que de se dire il n'y a qu'une solution alors que peut-être il y a plusieurs solutions. Moundir Guénou, merci beaucoup pour cet éclairage, mais aussi pour nous avoir parlé de Car Vertical, qui, je le rappelle, fournit l'historique des véhicules partout en Europe. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition de Mobility TV. À très bientôt. Merci.